Olivier. Salut Clément. De retour autour de ce bel étang en compagnie de notre bel ours bleu. Bonjour Alain. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Salut Alain, nous aussi. Et on continue notre petit parcours dans la jungle digitale. Aujourd'hui, j'ai une première question pour toi. Parce qu'en fait, tu sais, je suis allé, après notre première émission, regarder un petit peu les LMS qui existaient. Ouais, mais dis-moi, il y en a plein, c'est hyper compliqué à choisir. C'est quoi ton premier conseil pour finalement choisir un LMS ? Comment je fais ? Je commence par quoi ? Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas choisir un LMS. Mon premier conseil, c'est déjà de réfléchir à ce que tu veux proposer comme expérience d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir diffuser auprès de tes apprenants ? Comment est-ce que tu vas vouloir qu'ils vivent ça et qu'ils atteignent tes ressources ? Ensuite, réfléchis à toi, quel est ton business model ? En tout cas, comment est-ce que tu fonctionnes en tant que formateur ? Est-ce que tu es un formateur juridique, mécanique, avec beaucoup de fichiers à partager, beaucoup de ressources à donner ? Ou est-ce que, peu importe la thématique que tu passes des nouveaux groupes toutes les semaines, par exemple ? Eh bien là, tu as bien compris que d'un côté, tu vas être plus intéressé par la mise à jour de tes documents ou leur administration, et de l'autre côté... Plus créer les groupes, les gérer, etc. Gérer tes groupes et tes utilisateurs. Donc il faut déjà réfléchir à ce que toi, tu veux faire, quels sont les irritants que tu rencontres au quotidien, et puis qu'est-ce que tu veux rendre comme facilitant auprès de tes apprenants. Tu peux même avoir quelquefois un besoin de certification, qui est un vrai besoin, et puis tu vas choisir l'outil en fonction de, enfin le LMS en fonction de ce qu'il est capable de faire ou pas. Bah exactement, tu peux avoir besoin, là je connais quelqu'un qui a besoin de connaître à la minute près telle vidéo si elle a été vue comme ceci, et que ça génère en automatique la fiche de la certification, une sorte de mini diplôme. Bon bah voilà, ça a été la fonctionnalité principale pour cette personne, elle a été cherchée, elle a étudié les LMS par rapport à ça. J'adore ce que tu dis Alain, comme toujours, mais là encore plus parce que moi j'ai un leitmotiv dans la vie, c'est je dis toujours les usages pédagogiques avant les outils digitaux. Et là finalement, t'as un même leitmotiv. Mais on dit exactement la même chose, c'est l'usage d'abord. Mais en fait, c'est valable partout. Si votre dentiste il prend une roulette pour vous soigner, c'est parce qu'il va vouloir en faire quelque chose de cette roulette. Si vous prenez un marteau pour enfoncer une vis, ça ne va pas fonctionner. Un tournevis, ça ne marche pas pour un clou non plus. Donc c'est vraiment l'objectif et l'usage qui définit l'outil. C'est en fait ce qu'on dit depuis le début de Rendez-vous Interdigital, si ce n'est que là, la entre guillemets difficulté, c'est que les LMS ils proposent tout plein d'usages différents. Et donc c'est peut-être ça la difficulté par rapport à d'autres outils qui sont finalement mono-usage entre guillemets. C'est que là on va pouvoir faire des communautés apprenantes, des gestions de groupe, diffuser de la documentation, enfin énormément de choses. Et donc c'est vrai qu'on peut vite se retrouver perdu. Mais en tout cas, premier conseil qu'on note bien, c'est lister finalement les usages principaux et faire votre choix en fonction de ces usages. Est-ce qu'on peut relister ensemble les fonctionnalités et voir comment les LMS répondent à ces fonctionnalités en repartant finalement du début ? Alors je ne sais pas si c'est le début parce que ça dépend des usages et des objectifs, j'ai bien compris. Mais par exemple, tout ce qui est administration, tout ce qui est l'admin des groupes de population, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans un LMS ? Une plateforme de learning, elle va vous permettre de gérer vos utilisateurs. Donc que ça soit apprenant, mais aussi pourquoi pas formateur. Si vous êtes à plusieurs, peut-être que différents formateurs peuvent intervenir sur le même parcours ou ce genre de choses. La gestion des utilisateurs, c'est bien sûr inscription, désinscription, validation des parcours qu'ils ont remplis, voire des activités qu'ils ont remplies. Et on peut parler aussi de temporalité. Par exemple, je veux inscrire les gens pour 1 mois seulement, sans avoir à devoir les désinscrire. D'accord, donc une gestion assez complexe finalement, complète. Tu peux faire tout et rien, encore une fois, et à toi de voir quel est ton besoin, exactement. Il y a des LMS où il y a en effet plein de rôles différents. Tu parlais des rôles de formateur, de concepteur, d'administrateur. En fonction de votre organisation, vous allez peut-être avoir 2 administrateurs, 45 formateurs, et puis des rôles de concepteurs qui vont être là plutôt pour faire du dépôt finalement de création pédagogique directement sur la plateforme. Donc en effet, ça c'est un truc super important, je pense, dans les plateformes LMS, quand on est dans des plus grandes organisations. Oui, dans une grande organisation, si tu es indépendant, tu peux choisir quelque chose avec une gestion plutôt simple. Et là, tu vas regarder un petit peu comment est-ce que je fais. Est-ce que je peux importer mes apprenants via un fichier Excel ou est-ce qu'il faut que je les remplisse à la main ? Voilà, des choses assez simples, quoi. Deuxième fonctionnalité à laquelle je pense, c'est finalement la création du parcours, proprement dit, avec le dépôt des ressources, des devoirs, voilà. À quoi on peut s'attendre dans un LMS ? Il y a des choses simples, qu'est-ce qui existe ?
fait, les LMS vont aujourd'hui essayer de te proposer d'intégrer tout type de support. Bien sûr, tous les fichiers bureautiques, vidéo, audio, puis on peut aller plus loin avec des modules e-learning et autres. J'oublie les quiz, les sondages, etc. Alors, là, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire. La création des supports sur un LMS, elle peut être faite de deux façons. Soit j'importe quelque chose que j'ai créé avec un autre outil, avec mon ordinateur, avec mon smartphone, peu importe, et je l'importe sur le LMS. Soit pour certains, je vais pouvoir créer dans le LMS, dans la plateforme, typiquement le quiz, ou parfois certains proposent de créer des pages, c'est-à-dire des pages de texte, images, voilà, des choses comme ça, qui vont être faites directement dans la plateforme. Et qu'est-ce que tu préconises? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou ça dépend de quoi? Parfois, vous avez des fonctionnalités super sympas sur le LMS pour pouvoir faire des quiz en glisser-déposer, des choses comme ça. Il y a deux écueils à ça. C'est d'abord très facilitant. C'est quand même très intéressant. Simple, voilà, souvent c'est simple et rapide, efficace. Tout est là, j'ai plus qu'à remplir des champs et puis ça compose une activité. Par contre, elle est bloquée dans le LMS. Donc on peut toujours vous dire que c'est exportable. Ça fait plus de 15 ans que j'utilise des LMS. J'ai jamais réussi à exporter autre chose qu'un quiz dans un autre LMS. Ouais. Soyons très clairs là-dessus. Quiz ou sondage, ça c'est faisable. Ensuite, il y a un côté nucléaire à ça. C'est-à-dire que les activités, c'est modulaire, c'est-à-dire que je rentre dans une activité, puis j'en ressors, puis je repasse à l'autre, etc. C'est pas toujours très fluide, ça dépend de la plateforme, ça dépend de l'interface quand on utilise les outils embarqués. Et en plus, ils vont pas forcément répondre à votre charte en termes de couleurs, graphisme ou ce genre de choses. Voilà, vous êtes un peu moins libre, vous êtes plus lié puisque c'est des outils automatiques remplis, prévus dans le LMS. Et tu risques, si tous tes formateurs utilisent finalement ce qui existe déjà dans le LMS, d'avoir une certaine monotonie. Ouais, c'est ça. Exactement. Monotalité, mais c'est pas ça, c'est monotonie. Monotonie, c'est un mot français, normalement, il marche. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vas te retrouver toujours avec le même style d'exercice et finalement, si tu as plusieurs parcours quand tu es apprenant, ça devient un petit peu monotone. On grossit un peu le trait, mais c'est vrai que c'est un écueil qui peut arriver, qui arrive même assez régulièrement. Ça peut nuire aussi à la créativité. Tu parlais en effet de charte graphique et tout ça, pour tout ce qui est storytelling, et là, on n'y est pas du tout, quoi. En général, c'est très difficile. C'est un des problèmes, mais ça, je pense que c'est autre chose. Vous en avez parlé un petit peu dans le podcast sur Adi. C'est un des problèmes de la conception modulaire. C'est-à-dire qu'en termes de modulaire, il ne faut jamais perdre de vue le fil rouge de ton parcours. Que ça soit scénaristiquement, bien sûr, graphiquement, pédagogiquement, tout ce qu'on veut. Mais il y a un fil rouge. Et en fait, souvent, quand on rentre dans une activité, eh bien, on oublie un peu la suite, on oublie de faire du lien entre les activités. On a vu l'administration, on a vu la création de parcours et les ressources qu'on peut... Pardon Olivier, je t'interromps, mais j'oublie une chose essentielle qui va plaire à beaucoup de monde. Mes activités, je vais les enchaîner les unes après les autres, par exemple, ou les laisser libres d'accès. Mais peut-être que certaines activités vont déclencher la suite du parcours. J'ai un quiz, j'ai plus de 80% de bonnes réponses. Bon, par exemple, ça peut me valider ma formation. Très bien. Mais ça pourrait aussi m'ouvrir la suite vers de nouvelles activités. Alors que si j'ai un quiz et que je réponds à moins de 80% de bonnes réponses, ça pourrait m'envoyer vers d'autres activités. Et ça, certains LMS vous le proposent, c'est ce qu'on appelle un embranchement conditionnel. Est-ce qu'on parle déjà d'un début d'adaptif ou d'adaptatif? Je ne sais jamais comment on dit en anglais. Learning, c'est le début de ça? Ouais, c'est le tout début. C'est-à-dire en fonction de ce que j'ai fait, je vais aller plutôt par là. En fonction de mes réussites, je vais plutôt aller là. C'est le début de ça un petit peu. Exactement. Ok, donc on a vu, alors je fais attention, je regarde Alain pour voir s'il va pas me couper. On a vu admin, on a vu la création de parcours multimodaux. Et puis Alain, il y a quelque chose quand même de très important quand on vit, et particulièrement à distance, mais quand on vit un parcours en étant apprenant, c'est de ne pas être tout seul. Donc la communauté apprenante, ça c'est des mots qu'on aime bien, que j'entends souvent. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire ça avec un LMS? Est-ce qu'il y a des outils dans le LMS, dans des LMS qui permettent de faire ça? Et est-ce que ça marche? Alors les LMS, ils ont prévu différentes fonctionnalités pour faire de la communauté apprenante.
Ces outils sont de typologie chat, forum ou une sorte de chat asynchrone qui peut rester affiché sur le côté des activités ou du parcours. En fait, ça nécessite d'être réfléchi en termes d'ingénierie tutorale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le formateur, il doit déjà prévoir que le lundi soir, il va relancer sur la vidéo qui a été envoyée le vendredi. Je dis n'importe quoi, c'est pour vous montrer que si vous ne l'avez pas prévu, la communauté, elle ne marche pas toute seule. En plus, la problématique, je parle beaucoup de problèmes, hein, mais c'est des facilitants quand même, hein, ces plateformes-là, mais pour vous permettre d'avancer, je veux dire là-dedans, c'est en parlant des problématiques qu'on va pouvoir le faire. L'autre problématique, c'est que le LMS, c'est encore un xème outil que tu mets en place pour ton apprenant. Ouais. Donc, il a déjà son smartphone sur lequel il a en moyenne 70 applications qu'il utilise plus ou moins quotidiennement, de façon pro ou perso. En pro, il a sans doute un Teams ou un chat interne dans son entreprise. Et puis là, on lui demande d'aller sur encore un nouvel outil pour, certes, y trouver des ressources pédagogiques qui vont l'intéresser, mais en plus faire de la communauté apprenante, enfin de l'échange communautaire, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir vraiment l'animer. Tu t'en souviens, Olivier, il y a quelque temps, on a fait beaucoup, nous, d'animation de communauté apprenante. Oui. Et on l'a fait sur des outils type WhatsApp ou Signal. Oui. Et ça a très, très, très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que l'usage perso, notamment, il était déjà là, il était déjà en place. C'était leurs outils qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Ben ouais. Ce que je me souviens là-dedans, on va essayer de ne pas dériver, mais quand même, c'était de mettre des bornes. C'est-à-dire qu'on met des forums, le forum il n'est pas ouvert tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le formateur soit là tout le temps. Et je me souviens que très vite, tu avais dit on va utiliser WhatsApp, mais il y a des heures d'utilisation de WhatsApp. Écrivez pas à 2h du matin, par exemple. D'accord, voilà. C'est-à-dire qu'on a aussi une vie, enfin voilà, et c'est une des règles que j'avais retenues quand on avait travaillé ensemble là-dedans. Là, ce qui est quand même aussi intéressant dans un LMS, c'est que tu dis si on a prévu, je pense qu'il existe dans les LMS finalement des push, je sais pas comment est-ce qu'on dit là, automatiques, c'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui, bim, vous allez découvrir ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraîner aussi. Alors, c'est pas tout à fait la communauté, mais toutes ces notifications fait que ça donne un petit peu vie à ton parcours quelque part. Créer de la présence, même si c'est de la présence robotique, mais c'est quand même, tiens, bonjour, aujourd'hui on va faire ça. Exactement, tu as tout à fait raison. Tout ça doit être prévu et paramétré pour que ça se fasse le plus possible en automatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du non automatique. Tout à fait. Il faut que l'automatique il soit prévu. Telle vidéo est lancée le lundi. Le mercredi, il y a une relance. Le vendredi, il y a un petit quiz, je ne sais quoi. Voilà, il y a des choses en tout cas qui sont animées. Et au milieu de tout ça, eh bien, tu gardes ton animation humaine. L'humain, c'est super important. Bon, c'est un sujet, on a presque envie de faire une série spéciale là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il nous reste peu de temps et on va terminer, je pense, sur une 4e fonctionnalité qui est importante. C'est tout ce qui est reporting, certification. Parce que ça, finalement, dans le LMS, c'est très apprenant. Oui. Alors, comme je disais, un LMS, il va vous permettre à minima de savoir qui a fait quoi, pendant combien de temps et pour quel score. Ça, c'est le reporting le plus générique que l'on a. Ce qui est très intéressant, il y a des LMS qui vous permettent maintenant de composer vous-même vos tableaux de bord. C'est-à-dire que je veux savoir qui a suivi, qui a eu tel score à tel quiz et est-ce qu'ils ont suivi tel parcours. Voilà, ça, c'est super sympa. Et en termes de certification, en fait, c'est vous qui certifiez que la personne a bien suivi la formation. Ouais. Et vous pouvez plugger, connecter à votre LMS, soit des plateformes de certification type ProCertif, et certains LMS ont eux-mêmes en fait des maquettes pour vous permettre de réaliser des diplômes ou carrément des badges type Open Badge à délivrer à vos apprenants. Voire même des badges maintenant dans la blockchain. Hein. Je pense à BC Diploma que tu peux connecter à ton LMS pour certifier la réussite et la certification de tes apprenants directement dans la blockchain. Alors, sans annoncer de scoop ou quoi que ce soit, je pense que dans 5 ans, 10 ans maximum, tous les diplômes au monde sont en blockchain et en NFT. J'espère que vous allez m'inviter pour en parler. Eh bien, j'ai reçu mon diplôme de l'université de Lille il y a peu, et c'était dans la blockchain, tout à fait. Évidemment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et discussion animée autour de ça la semaine dernière avec des formateurs. C'était intéressant. Et je pense que c'est le futur. Ouais.
Tu te poses une simple question. Qui sait où est rangé son dernier diplôme papier? C'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est très bête, hein, très vulgairement, c'est un système qui te permet de sécuriser des transactions de bout en bout. D'accord, ok. Donc par exemple les diplômes. Ça Par permet exemple. d'être sûr que En fait, entre l'émetteur et le récepteur, il ne s'est rien passé. Exactement. Ça sécurise Ok. les informations. Alors ça me fait penser un petit peu à l'informatique, tu vois là. Tout ce que t'aimes. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser au hacking et ce sera le sujet de notre 3e épisode. Parce que là, vous êtes partis, blockchain, machin. On sent que vous êtes des hackers dans l'âme, messieurs. C'est gentil, je le prends bien. Oui, moi aussi. Je suis un Donc- Anonymous. Donc on va... Ah ok. Donc Alain, on va te Qui répond au remercier. nom de Alain. Exactement. Bleu. On va vous remercier tous les deux. On va y aller, nous. Hein. Ouais, ça marche. Merci Alain, merci Olivier. Et épisode très intéressant, épisode 2 de notre série. On se retrouve la semaine prochaine, Olivier, pour l'épisode 3, toujours en compagnie d'Alain, pour parler, comme tu l'as dit, du hacking des LMS et finalement comment contourner ces gros systèmes quand on est formateur indépendant. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur les réseaux sociaux et sur rendez-vous en terredigital.com. Salut, salut. À la semaine prochaine, Alain. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Toi aussi, à la semaine prochaine. Salut Clément. Salut.